Monsieur, bonsoir. La grève des infirmières reconduite jusqu'à lundi. Quels que soient les résultats des négociations ce soir, le Premier ministre s'exprime sur les salaires. Une première en Corse. L'Assemblée régionale vote une motion qui affirme l'identité culturelle du peuple corse, comme le demandent depuis longtemps les nationalistes. Antenne 2 au sommet, l'Everest conquis ce matin par l'expédition Sagarmatha. 10h30 ce matin à Paris, au-dessus des Champs-Élysées, un avion, un monomoteur blanc. Serait-ce à nouveau le fameux Baron Noir, le héros du feuilleton de l'été qui narguait les autorités en survolant la capitale alors que c'est strictement interdit? Albert Maltrait, sous surveillance policière depuis des semaines, était bien ce matin l'homme qui pilotait l'avion. Il a été interpellé, mais s'agit-il vraiment du Baron Noir? Patrice Pelé. Si ce pilote c'était moi, je pense qu'on le saurait. On le saurait, je ne cache jamais ce que je fais. J'ai déjà payé très cher mon atterrissage sur les Champs-Élysées et je pense que si un jour je recommence, je sais ce que je risque. Et cette fois-ci, ce sera la prison si je me faisais prendre, et puis une amende que je pourrais peut-être pas payer, mais de toute façon, j'ai pas encore réfléchi au problème actuellement. Voilà ce que déclarait Maltrait en août de cette année, alors que dans le ciel de Paris, des centaines de guetteurs cherchaient le Baron Noir. En tout cas, ce matin, Maltrait a récidivé et s'est fait pincer. À 10h30, il décolle d'ici, de cette piste de l'aérodrome de Saint-Cyr. Il est aux commandes de cet avion, un rallye monomoteur, baptisé affectueusement l'Épave, compte tenu de son grand âge. Un quart d'heure plus tard, à 10h45, Maltrait est au-dessus des Champs-Élysées. J'ai vu venir un petit avion de l'Arc de Triomphe allant vers l'Obélisque. À quelle altitude il volait? Oh, très bas. Très très bas. 10h54, Maltrait est de retour, mais il a été repéré pendant son vol. Le comité d'accueil l'attend, à sa tête, le commissaire Coulbois. On lui a dit qui on était, ce qu'on venait faire, l'interpeller, en disant que c'était lui qui avait survolé Paris ce matin. Il nous a dit non, dans un premier temps. Quand on lui a dit qu'il avait été remarqué par X service de police, il a fini par dire oui, effectivement, c'est moi qui viens de sur Paris. Ce matin, Maltrait était bien aux commandes. Mais qui survolait Paris cet été? L'intéressé n'a pas reconnu être le Baron Noir et aucune charge ne pèse pour le moment sur lui dans cette affaire. Rêve-t-il de l'être? Alors là, la réponse est oui. Regardez bien cette photo, c'était il y a 8 jours. Maltrait se faisait photographier, déguisé en Baron Noir. Elles étaient venues de partout, par car, par trains spéciaux, pour exiger dans les rues de Paris un statut et de meilleurs salaires. Les infirmières ont manifesté en masse aujourd'hui à l'appel de la coordination et de la CGT qui avait organisé le plus gros cortège, à l'appel aussi de l'intersyndicale qui manifestait séparément. Le ministre de la Santé, Claude Évin, continue en ce moment de négocier avec les syndicats, mais déjà la coordination, qu'il avait rencontrée plus tôt dans l'après-midi, appelle à la poursuite de la grève jusqu'à lundi. Françoise Joly et Christophe Martet. Des élèves infirmières. Débordés, malades, en danger. Des infirmières confirmées. Et même des professeurs de renom comme Léon Schatzenberg ou Michel Boiron pour les soutenir. Elles étaient ce matin à Paris près de 100 000 venues de toute la France à l'appel de la coordination des infirmières. Les syndicats, eux, n'ont pas réussi leur pari, faire aussi bien que la coordination des infirmières. Tout personnel hospitalier confondu, 10 000 personnes seulement ont défilé cet après-midi. Nous n'ignorons pas le poids de la coordination dans cette mobilisation. Ce que nous reprochons à la coordination, c'est de ne s'intéresser qu'aux seules infirmières. L'hôpital, ce n'est pas seulement les infirmières, c'est aussi 650 000 autres personnels. 14h30, Claude Évin en personne reçoit les dirigeants de la coordination. Il précise les propositions de ces derniers jours, une augmentation de 500 francs pour les infirmières en début de carrière, avec à terme une revalorisation de leur salaire de 1000 francs. À sa sortie, la coordination adopte un ton mesuré. La pression qui s'exerce actuellement au niveau du mouvement infirmier a considérablement fait progresser les choses. Ceci étant dit, rien n'est figé pour l'instant. Mais la base, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Très mobilisée, en fin d'après-midi, les manifestantes ont décidé la poursuite du mouvement de grève pour demain et samedi.
Depuis un peu plus d'une heure, ce soir, ici, au ministère de la Santé, les négociations ont repris entre les syndicats et le ministre Claude Évin. Les syndicats attendent les ultimes propositions du ministre. Le gouvernement, lui, semble décidé à aller très vite maintenant pour éteindre ce conflit avant qu'il ne se propage à toutes les professions de la santé. Et le Premier ministre pourrait recevoir lui-même ce soir une délégation des infirmières. Venez signer pour les enseignants. Les militants du syndicat national de l'enseignement secondaire et 5 autres syndicats de la FEN faisaient l'article devant les grands magasins à Paris à l'heure du déjeuner. Une manière originale d'en appeler à la sympathie de l'opinion avant la grève annoncée dans l'enseignement secondaire pour le 20 octobre prochain. Le syndicat national des lycées et collèges a rejoint le mouvement. Au cœur des revendications, là aussi, l'amélioration des salaires et d'une condition que beaucoup jugent dévalorisée. Claire Chazal. 20 ans de carrière. Depuis 20 ans, Jocelyne Beffara accueille chaque matin ses petits élèves de l'école du boulevard de Belleville. C'est la vocation, on peut appeler ça comme ça. Oui, j'aime beaucoup m'occuper des enfants et puis bon, c'est difficile à expliquer une vocation. En fait, je ne sais pas exactement. Vous n'auriez pas fait autre chose? Non, absolument pas, j'ai toujours voulu faire ça. Mais une sorte de sacerdoce aussi pour Jocelyne, avec un traitement de 8 400 francs par mois à 40 ans et l'espoir de gagner tout juste 10 000 francs en fin de carrière après 37 ans de travail. Je pense que c'est un peu plus difficile qu'avant. Disons, je peux partir un mois en vacances que je paye moi-même entièrement. Mais il est hors de question de partir à 4 personnes à l'étranger actuellement. C'est pas dans nos moyens financiers. Et par exemple, acheter un appartement, c'est difficile aussi. Ça, c'est impossible. Dans l'enseignement primaire, par exemple, il n'y a plus d'hommes, bien sûr, parce que notre salaire n'est qu'un salaire d'appoint. Et c'est très difficile pour une famille d'avoir le père instituteur, et ce n'est plus suffisant. Les gens ne nous considèrent plus vraiment comme des gens importants. On n'a plus la place qu'on avait avant. Hein. Bon, et ça passe aussi par une revalorisation du salaire. Parce qu'ils ont l'énorme responsabilité de tracer l'avenir des enfants, les 300 000 instituteurs s'estiment en droit aujourd'hui d'attendre davantage de la société. Le travail a repris presque normalement aujourd'hui dans les usines Renault. Le conflit hier soir à l'atelier du Mans avait été réglé, mais des débrayages ont eu lieu à nouveau à l'appel de la CFDT et de la CGT. Les syndicats sont mécontents des dernières propositions salariales de la régie. Un chiffre qui a presque l'allure d'une bonne nouvelle. La hausse des prix en septembre a été de 0,2%, un peu moins élevé qu'en août. Mais le gouvernement reste vigilant. Le climat social et le déficit du commerce extérieur pèsent sur le franc et il faudrait que la baisse des prix du pétrole agisse dans le bon sens sur l'indice des prix. Un mauvais chiffre, celui du déficit commercial américain, en forte augmentation à 12,2 milliards de dollars, 73 millions de francs. Le cours du dollar baisse, les taux d'intérêt sont à la hausse et ce n'est pas bon pour le franc. Les conflits sociaux, mais aussi les débordements des syndicats par la base dans le cas des infirmières, c'est le thème qui a dominé la réunion du comité central du Parti communiste aujourd'hui. Bruno Roger-Petit. Le Parti communiste veut remonter ses résultats électoraux en remontant en première ligne des conflits sociaux. Gardiens de prison, agents de la RATP, infirmières, les communistes entendent soutenir tous ces mouvements. Quant à l'apparition de coordination spontanée qui dépasse le cadre traditionnel des syndicats, Georges Marchais n'en est pas perturbé. Alors, voyez, cette idée de coordination, elle est pour une part la réponse à une volonté unitaire. Mais c'est précisément notre politique. Et c'est précisément, moi j'ai lu bien tous les documents de la CGT, la politique de la CGT. Qu'un conflit social soit géré par une coordination spontanée ou un syndicat traditionnel, peu importe, le Parti communiste veut être présent, très présent. Le Parti communiste dira oui au référendum calédonien, même réponse du côté des adhérents directs de l'UDF, à la veille du Conseil national du parti qui se prononcera officiellement demain. Le Nouvel Observateur publie un premier sondage à propos de ce référendum. D'après la Sofres, 63% des personnes interrogées n'ont pas l'intention d'aller voter. Parmi les votants, 82% voteraient oui.
Le Front National, lui, prédit une majorité de non au référendum et fait campagne dans ce sens. Mais c'est pour le rétablissement de la peine de mort que les militants de ce parti manifestaient tout à l'heure, place de l'Opéra à Paris. Ils réclamaient donc le rétablissement de la peine de mort pour les assassins. La manifestation s'est déroulée dans le calme et sans incident. Les banques se font taper sur les doigts. Le Conseil de la concurrence a enjoint aujourd'hui le groupement d'intérêt économique Carte bancaire de modifier ses règles de fonctionnement. À l'origine de ce rappel à l'ordre, une plainte du Conseil national du commerce à propos des tarifs. Véronique Auger. Véritable coup de semonce ou bien coup d'épée dans l'eau. Certes, désormais les banques n'auront plus le droit de fixer entre elles le tarif minimum de la carte bancaire. Certes, les commerçants verseront maintenant une cotisation plus ou moins élevée selon qu'ils sont ou non équipés de systèmes contre la fraude. Mais comme pour le prix de la baguette, il faudra sans doute attendre avant que la concurrence ne produise un effet durable sur les tarifs des cartes. Je pense qu'il ne serait pas raisonnable de penser que la suppression de ce minimum doit entraîner un abaissement du prix de la carte parce qu'il y aura un encablement à terme, une diminution de la qualité du produit. La grande crainte du groupement Carte bancaire, c'est justement de voir arriver d'autres réseaux étrangers plus performants. Le Conseil national de la concurrence a lui-même creusé la première brèche ce matin en autorisant les banques qui proposent des cartes bancaires à vendre des eurochèques. Le vote de l'Assemblée régionale fera date dans l'histoire de la Corse. Pour la première fois la nuit dernière, les élus de droite et les socialistes ont voté ensemble, à une large majorité, une motion qui affirme l'existence d'une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses. Cette reconnaissance qu'appelaient de leur vœu les nationalistes fait sauter l'un des verrous qui bloquait le dialogue politique dans l'île. Alors comment réagit-on au village? Dominique Verdeillan. 2 heures ce matin à l'Assemblée de Corse. La motion est adoptée par 44 voix contre 10. Moment historique, l'Assemblée affirme l'existence du peuple corse. Les MRG ont voté contre, le PC n'a pas voté. La motion déposée par les nationalistes a créé l'union qui ne s'était pas produite en 83. À 20 km d'Ajaccio, le village de Cotuli Corticiato. La rumeur s'y est vite propagée, mais les langues se délient difficilement. À la surprise succède la satisfaction de voir officialiser un état d'esprit. Ce n'est que la reconnaissance de ce que nous sommes, un peuple corse avec pas seulement Corse, tout le monde, tous les gens qui travaillent chez nous. C'est très bien, c'est très bien, il était temps. Moi, à la campagne, mais quand même, quand il est reconnu, c'est qu'il existe. Nous, on verra ça à l'application, c'est-à-dire qu'on sera très vigilant. Ce n'est pas uniquement une décision de principe qui peut faire changer les choses. En toile de fond de cette reconnaissance, la langue corse qui est enseignée dans ce village. J'enseignais déjà la langue corse depuis un moment, par le théâtre, par des comptines, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Pas par des leçons systématiques, certainement pas. Hein. Pour moi, ce n'est pas nouveau, j'ai toujours parlé corse. Une 9e victime découverte aujourd'hui à Nîmes, la 9e victime des inondations qui ravageaient la ville il y a 10 jours. En Côte d'Or, un adolescent recherché depuis hier après-midi a été retrouvé mort dans le canal Rhin-Rhône, emporté sans doute par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la région. On s'attend à de nouvelles chutes de pluie dans le sud-est du pays avant 48 heures. Manifestation ce soir à Paris en solidarité avec l'Algérie, SOS Racisme, différents syndicats. Des organisations humanitaires ont rejoint une coordination de solidarité créée par des Algériens en France. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous. À Alger, la journée a été calme. Il ne reste plus dans la ville que quelques blindés et les magasins sont mieux approvisionnés. Les incidents qui ont eu lieu hier à Tizi Ouzou n'ont fait que 2 blessés légers, contrairement aux informations qui circulaient hier. Les autorités ont libéré plusieurs personnes connues pour leur antipathie au régime qui avaient été arrêtées avant les émeutes. Quelles sont maintenant les perspectives ouvertes par l'annonce du prochain référendum? Jacques Merlino a rencontré à Alger Ali Yahya, fondateur du syndicat des travailleurs algériens. Le problème, si vous voulez, c'est maintenant le problème qui se pose. Est-ce que c'est une évolution de la situation par des réformes qui vont rétablir la situation ou bien c'est une transformation? C'est ça le problème capital. Est-ce qu'il y a remise en cause
de tout le système politique algérien, ou est-ce qu'il y a une évolution qui va aboutir à ce que les Algériens demandent et demandent depuis des dizaines d'années, à ce que l'espace de liberté soit élargi. Vous êtes content qu'il y ait ce référendum? Vous savez, le référendum, vous savez, sur le plan des principes, c'est la meilleure et la pire des choses. Dans quelles conditions va se faire ce référendum? Qui est-ce qui va contrôler? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de fraude électorale? Et il faut que les citoyens qui sont majeurs, qui sont vaccinés, il faudrait qu'ils participent justement à ces élections pour qu'elles se fassent au grand jour et dans une maison de verre. Le gouvernement tunisien s'est officiellement félicité aujourd'hui du retour à la normale en Algérie et réitéré sa solidarité avec le régime. Il est vrai que l'inquiétude demeure dans les pays voisins qui connaissent tous les mêmes symptômes. Une jeunesse nombreuse et insatisfaite, un intégrisme religieux plus ou moins agressif, une économie en difficulté. Gilles Rabline. Mars 65, juin 81, janvier 84, émeute de la vie chère au Maroc. Janvier 78, janvier 80 et 84, révolte du pain en Tunisie, octobre 88, l'Algérie touchée à son tour. À chaque fois, et dans chacun des trois pays, le même détonateur, la pénurie ou l'augmentation brutale du prix des produits alimentaires de première nécessité, pain, semoule, huile, légumes. À chaque fois, les mêmes destructions sauvages, la même colère soudaine des pauvres et des gourbis, et la même jeunesse désespérée du Maghreb. Tunisie, Maroc, Algérie, à chaque fois aussi la même réaction du pouvoir en place, qui envoie l'armée tirer sur sa jeunesse avec à chaque fois un bilan un peu plus lourd, 120 morts en Tunisie, 150 au Maroc, 180 officiellement en Algérie. Aucun des régimes politiques au pouvoir n'a su apporter de réponse à cette jeunesse qui représente 60% de la population aujourd'hui et qui réclame partout à la fois plus de pain, plus de travail et plus de liberté. L'espoir d'un futur Grand Maghreb, célébré ici l'été dernier à Alger par Ben Ali le Tunisien, Hassan II le Marocain, Chadi l'Algérien, Taïa le Mauritanien et Kadhafi le Libyen, cette perspective d'un grand marché commun des Arabes d'Afrique du Nord ne suffira pas à calmer la rage ni le désespoir des jeunes du Maghreb. Après les inondations, la famine au Soudan, déchiré au sud par la guérilla, les souffrances de la population sont sans limite. Emmanuel Vanier. Morts de faim. Plusieurs milliers de morts en quelques mois, la famine décime les Dinka, une ethnie du sud du Soudan. Aucune aide humanitaire, aucun ravitaillement ne leur est parvenu depuis 6 mois. Pas d'aéroport, des routes coupées par les inondations et les autorités soudanaises qui ne distribuent pas d'aide aux Dinka qu'ils accusent de grossir les rangs de la guérilla antigouvernementale. La famine ici est pire qu'en Éthiopie. Mais le calvaire des Dinka ne s'arrête pas là. Ceux qui parviennent à survivre sont réduits en esclavage par des tribus ennemies. Sommet sino-soviétique l'an prochain en Chine, le numéro 1 chinois Deng Xiaoping a profité de la visite du président finlandais pour annoncer la nouvelle. Après 30 ans de brouille profonde, la normalisation entre les deux géants communistes pourrait rétablir le rôle de puissance de la Chine dans le triangle Washington-Moscou-Pékin. Elle lui permettrait également de garantir une paix durable sur ses 7500 km de frontières communes avec l'URSS et donc de donner la priorité à sa reconstruction économique. Deuxième et dernier débat dans quelques heures aux États-Unis entre les deux candidats à la présidence, le républicain George Bush et le démocrate Mikhail Dukakis. Un débat qui aura lieu en Californie, le plus important État en matière électorale, un État où Michael Dukakis doit absolument marquer des points s'il veut gagner l'élection dans moins d'un mois. Une tâche très difficile, la Californie a voté républicain dans 8 des 9 dernières élections. Le débat de la dernière chance pour Michael Dukakis, de fait le dernier sondage en date donne le républicain Bush largement favori. Un vide juridique vient d'être comblé en France, ou va l'être bientôt. Le Sénat, en effet, a adopté une proposition de loi sur les expérimentations de médicaments sur l'homme. Un sujet particulièrement délicat qui n'était pas réglementé, on l'avait vu à propos des expérimentations menées à Amiens par le professeur Millot. Alain Labouze. 9 ans que Lydia B se sait atteinte de sclérose en plaques. Pas de traitement miracle pour cette maladie. Alors, elle en est consciente, aucun véritable espoir de guérison pour le moment. Pourtant, depuis le début de l'année, elle participe à un essai pilote avec un nouveau médicament peut-être efficace. Quand on souffre de sclérose en plaques, on est prêt à tout, y compris à jouer les cobayes. C'est une maladie qui donne peur, qui est angoissante, très angoissante.
Il y a des moments où on est déprimé. Angoissante. Angoissante. Parce que on ne sait pas si demain on va être paralysé, si ça va passer. Les poussées arrivent d'un seul coup. On se réveille la veille, on est bien. Le lendemain, on a une paralysie. Je veux tout, j'accepte tout, pourvu que je guérisse. Et on y arrivera, parce que les chercheurs sont très bons. Pas question cependant d'abuser du désespoir de certains malades pour voir expérimenter n'importe quelle molécule. Pour ces malades hospitalisés ici, dans un service de neurologie, c'est bien souvent la famille qui devra donner son feu vert pour l'expérimentation de nouveaux médicaments. Nous avons des problèmes difficiles lorsque des patients sont hospitalisés en urgence pour des accidents brutaux. Et ces patients ont souvent un coma ou un trouble de la conscience. Et nous demandons alors à la famille de signer ou d'accepter le principe d'un essai médicamenteux. Et là, ça crée de l'angoisse car il faut simultanément faire hospitaliser le patient, accepter le stress que représente cette hospitalisation et en même temps prendre une décision qui peut être grave ou significative pour l'avenir du patient. Jusqu'à présent, les essais de médicaments sur l'homme se faisaient dans la plus parfaite illégalité. Avec la proposition de loi votée par le Sénat, c'est la fin d'une époque, celle des expérimentations sauvages. Revenons maintenant aux conflits sociaux en France et aux revendications salariales qui se multiplient. Le Premier ministre, qui doit poursuivre ses entretiens avec les différents syndicats, vient de lancer à l'instant sur TF1 une mise en garde contre tout dérapage des salaires. Sur ce point, les choses sont bien claires. Autant les infirmières sont le cas typique, des cas particuliers de métiers sous-qualifiés ou mal reconnus. C'était net dans le cas des infirmières et d'une certaine façon, c'était aussi le cas des gardiens de l'administration pénitentiaire. Pour le reste, il faut faire tout le possible, mais ne pas prendre le risque de relancer la hausse des prix, l'inflation et l'usure du pouvoir d'achat, parce que la hausse des prix court toujours plus vite si on prend le risque. En ce moment, j'ai quand même la joie de vous dire que comme les choses s'accélèrent un peu en Allemagne, le mouvement des prix en France est parfaitement sain et que nous sommes parmi les plus bas d'Europe. C'est ce qui donne sa réalité à toute augmentation de salaire qui est du pouvoir d'achat réel. Ne quittons pas cette situation, nous ne pouvons marcher qu'à ce pas-là. C'est-à-dire que rattraper des retards pris ou corriger des injustices ne peut se faire que dans le respect de ces grands équilibres. Et autant, je ferai, je le disais tout à l'heure, l'impossible pour que les infirmières se sentent reconnues, bien placées dans cette société qui leur doit leur place. Et pour ce faire, les rémunérer mieux, puisqu'elles avaient été sous-reconnues, sous-rémunérées, c'est incontestable. Autant en termes généraux, même si je reconnais qu'il y a du rattrapage, donnons-nous un peu de temps, faisons une programmation et donnons-nous rendez-vous pour un bilan au milieu de l'année prochaine. Une première réaction à chaud au propos du Premier ministre, celle du secrétaire général de la CFDT. Monsieur Maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de cet avertissement quand même assez ferme de Michel Rocard, à nouveau? Bien, je pense que le Premier ministre oppose le moyen terme ou le long terme au court terme. Il dit en gros ce qu'on a entendu depuis plusieurs années maintenant, attendez encore un moment pour pouvoir régler vos problèmes. Or, il faut bien voir, c'est vrai qu'il ne faut pas sacrifier l'avenir au présent, mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas en permanence sacrifier le présent à l'avenir. Or, de ce point de vue, aujourd'hui, il y a des réponses urgentes nécessaires. Ce soir, des négociations pour les infirmières, demain, dans la fonction publique pour les agents du service public, et on ne peut pas en permanence opposer les impératifs économiques aux impératifs sociaux. Il y avait un très bel article de Michel Rocard il y a quelques jours dans Le Monde, avec d'ailleurs ce grand titre, « Il faut réconcilier l'économique et le social ». Eh bien, ça commence en liant les projets à moyen terme, et là, je ne fais pas d'injure au Premier ministre de croire qu'il n'en a pas, il en a certainement, des projets à moyen terme, mais ces projets à moyen terme ne prennent leur sens pour ceux qui étaient là aujourd'hui, manifestants, les infirmières, les agents hospitaliers, ou pour ceux qui, demain, s'il n'y a pas d'aboutissement des négociations salariales, réagiront. Eh bien, pour cela, il faut aussi que, pour le moment et dans l'instant, l'immédiat soit lié à l'avenir. Relier l'économique et le social, relier le présent et l'avenir, je crois que c'est là une gestion équilibrée. Alors, on ne peut pas en permanence demander d'attendre. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur Maire, de la méthode Rocard, c'est-à-dire régler les conflits un par un et attendre qu'ils soient mûrs? Est-ce que vous appréciez cette méthode-là? Vous pensez que c'est la bonne? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire une espèce de nouveau Grenelle et tout remettre à plat en même temps? Il faut bien voir, concernant tous les agents des services publics,
et publics et hospitaliers, bien sûr, les infirmières, les techniciens d'une façon générale, il y a besoin de remettre à plat, administration par administration, les grilles de classification, voir comment on va revaloriser et donc entamer des négociations précises qui vont demander, c'est sûr, un certain temps. Bon, cela, c'est une bonne méthode. Encore faut-il l'engager. Pour l'instant, elle n'a pas encore été annoncée officiellement. Et c'est pourtant très important que ce soit annoncé. Mais d'autre part, il y a aussi l'immédiat. Et l'immédiat, c'est quand même que... il faut bien voir que les fonctionnaires, les agents des services publics ne sont pas demandeurs de politique qui bouleverse tout. Ils demandent simplement que l'on rattrape non pas le pouvoir d'achat pour les années précédentes, mais uniquement pour cette année, qui est maintien de pouvoir d'achat cette année et l'année prochaine. C'est donc des revendications, je dirais, minimales, qui sont très sérieuses, très responsables. Alors, un dernier point, Monsieur le maire, on voit bien, notamment avec les infirmières, que les syndicats, dont le vôtre, sont complètement débordés par la base, par la coordination. Ça ne vous inquiète pas, ce phénomène qui se répète? Je n'appelle pas ça du tout du débordement. Vous savez, vous aviez, d'après l'estimation de notre fédération, il y avait aujourd'hui 15 000 manifestants minimum, absolument minimum, 15 à 20 000, à leur rassemblement intersyndical avec Force ouvrière, la CGC et la CFTC, bien. Il y avait donc une capacité de mobilisation avec simplement cette distinction, c'est vrai, réelle, c'est que nous ne voulons pas régler les problèmes des infirmières indépendamment de ceux des autres agents hospitaliers. Je pense notamment aux soignants, aux aides-soignantes, aux techniciens de laboratoire et autres. Il y a donc, si vous voulez, une politique, c'est ça un syndicat, c'est pas simplement régler les problèmes catégoriels en oubliant les autres, c'est de relier ensemble, de coordonner, c'est vrai, mais de coordonner dans la même politique, une politique solidaire, l'ensemble des personnels. Monsieur le maire, merci pour cette réaction donc aux propos du Premier ministre à l'instant. Pour la première fois dans son histoire, le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à un écrivain de langue arabe, l'Égyptien Naguib Mahfouz, maître du roman moderne et de la nouvelle dans son pays. Il a été découvert en France par la maison d'édition Sinbad et publié aussi par Lattès. Sylvie Marion. Retenez ce visage, retenez ce nom, surtout Naguib Mahfouz. Cet écrivain égyptien, prix Nobel 88, connu de quelques spécialistes seulement en France, vaut le détour. Ses romans vendus à des millions d'exemplaires dans les pays arabes sont pleins d'histoires truculentes, universelles, qui décrivent la vie des gens aux prises avec les difficultés et les espoirs du quotidien. Il y a trois grandes périodes dans sa littérature, une période pharaonique, une période plus idéologique et une période de littérature populaire où il se situe, certains disent, entre Balzac et Zola, moi je dirais entre Eugène Sue, le grand feuilletoniste du 19e siècle, et Carco, parce qu'il est en même temps très vivant et très moderne. Et il faut le découvrir parce que c'est le petit peuple du Caire qui parle, c'est le limo égyptien, le limo du Nil humain qui parle. Ce sont les bandits d'honneur, les mystiques, les derviches tourneurs, les putains, les voleurs, mais aussi les braves gens de tous les petits quartiers du Caire qui explosent dans ces livres de mille façons et c'est très beau. Qu'est-ce que ça représente pour une petite maison d'édition comme la vôtre, un prix Nobel ? Une consécration littéraire, une consécration internationale que j'attendais depuis 20 ans parce que il y a de très grands écrivains de langue arabe, ils étaient oubliés et si le plus célèbre d'entre eux est enfin couronné en Occident, c'est important. C'est la première fois que les jurés suédois couronnent un auteur de langue arabe, la première fois depuis longtemps qu'ils récompensent un romancier très populaire, lisible par tous. Le Saint-Suaire est bien un faux. Le Vatican a mis fin officiellement aujourd'hui à un mystère et à un tabou. La relique, conservée à Turin depuis des siècles, date en fait du Moyen-Âge. Et c'est en utilisant la technologie la plus moderne que les experts, avec la bénédiction du Saint-Siège, ont pu définir la date de fabrication du tissu. Patrick Esther. Depuis plus de 2 siècles, des millions de pèlerins se sont prosternés devant lui. Une pièce d'étoffe longue de 4,36 m ayant, disait-on, enveloppé le corps du Christ à sa descente de croix. Le 21 avril, l'Église a autorisé le prélèvement de 3 échantillons du tissu. 3 laboratoires, américains, suisses et anglais, ont procédé à l'analyse de ces fragments grâce à une technique très sophistiquée basée sur la lente désintégration des atomes de carbone 14 contenus dans le tissu. Ce matin, l'archevêque de Turin a rendu public les résultats. Tous concordent. Le Saint-Suaire a été réalisé entre 1260 et 1390. C'est donc un faux.
Je ne vois aucune raison, a dit le cardinal, de mettre en doute ces résultats. L'Église n'a jamais affirmé que le Saint-Suaire était une relique sainte, même si elle a accepté sa vénération. En revanche, les analyses pratiquées sur les pigments des fibres de l'étoffe ne permettent pas de dire comment le portrait du Christ a été dessiné ou peint sur le tissu. Certains scientifiques se contentent d'émettre une hypothèse. Au Moyen-Âge, un artiste aurait enveloppé une statue du Christ dans une étoffe. En frottant de la main les parties les plus en relief, cet artiste aurait noirci le tissu, produisant, une fois l'étoffe déroulée, l'impression réaliste et troublante du Saint-Suaire. En quelque sorte, la technique des lettres de plomb en relief de l'imprimerie. C'est beau quand même. L'Everest a été vaincu une nouvelle fois ce matin en direct sur Antenne 2. Serge Koenig, guide de haute montagne, a gravi les derniers des 8872 mètres par un vent qui soufflait à 238 km/h. Un autre guide, Denis Ducrot, va tenter le même exploit avec une caméra d'Antenne 2. Jean Mamère. Voilà le Sagarmatha, vaincu ce matin par Serge Koenig et un Sherpa. Ils ont atteint le sommet par le col sud en empruntant la voie normale. Cette fois, Serge Koenig a dépassé l'Antessime où il était resté bloqué il y a 2 ans. Il a pu franchir les 80 mètres de dénivelé le séparant du sommet, 1h30 d'efforts intenses dans des conditions épouvantables. Moins 25 degrés de température extérieure et un vent soufflant à près de 250 km/h. Redescends vite, redescends tout de suite. Serge Koenig est effectivement redescendu. Il n'a pas, heureusement, les pieds ni les mains gelés et il a rejoint le col sud à 8000 mètres. Demain, ce sera au tour de Denis Ducrot, le caméraman, de tenter l'ascension, caméra au point, comme si vous y étiez. Et déjà bravo pour aujourd'hui et bon courage pour demain. Alors les rapports du tiercé qui s'est couru à Évry aujourd'hui. Donc à l'arrivée, le 11, le 5, 9, 5 francs dans l'ordre rapporte 3 976 francs 50 et dans un ordre différent 671 francs. Ne manquez pas ce soir à 22h15 Résistance consacrée à l'héritage de l'esclavage en Afrique avec notamment un superbe et terrifiant reportage sur le Soudan. Vers 23h30, Henri Sagnier vous présentera notre dernière édition du journal. Dans un instant, Laurent Cabrol qui va vous parler du temps. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain 20h.